Nous vous accueillons aujourd'hui à la clinique mutualiste pour assister à un événement pour notre petite chaîne 42 TV. C'est une opération qui est conduite par le Dr Tac et c'est une opération particulière puisqu'elle est accompagnée d'un outil qui est super bien, qui est un robot qui permet à distance de commander les outils. On va assister à ça et vous allez voir, c'est quelque chose de très impressionnant. Donc un robot qui est né aux États-Unis, on va vous le faire découvrir, c'est le Davanti. Et ce robot prolonge les mains des chirurgiens. C'est vraiment une aide très très précieuse. On remercie toute l'équipe d'un clinique mutualiste de nous avoir accordé de venir enregistrer au cœur du bloc opératoire. Tout de suite, suivez-nous, accompagnez-nous dans le bloc opératoire. C'est parti. Bonjour, moi je m'appelle Fabienne, infirmière de bloc. Alors oui, ça fait maintenant quelques années en fait qu'on a pris l'habitude de nous présenter par notre prénom et notre fonction en fait pour en fait que le patient situe un peu qui nous sommes et ce qu'on va lui faire. Donc c'est une manière pour nous d'accueillir les gens et de, comme je disais, de dédramatiser en fait le soin et de ce qu'on va leur faire. Et puis même de dire, vous savez que vous allez vous trouver par rapport au robot, votre place. Aussi, oui, oui, c'est-à-dire que chacun dans l'équipe a une place qui est déjà déterminée, où en fait on choisit, bien sûr en se mettant d'accord et en fonction de nos compétences. Bon, à peu près, on a tous à peu près les mêmes compétences techniques hein, pour l'installation et puis notre participation qui est très active en fait pendant les interventions au robot où nous, on va aider, changer les instruments lorsque le chirurgien nous demande. Mais bon, voilà quoi, c'est toujours sous commande du chirurgien. Alors normalement, on doit le faire, le protocole, on peut le commencer déjà dès le vestiaire en fait. Où en fait, on va se laver les mains et si je fais pas de choses contaminantes jusqu'à ce que je m'occupe du patient, j'aurais juste à remettre du gel hydroalcoolique, c'est le protocole. Voilà. Mais oui, là, ça commence maintenant. Ouais. Ça commence maintenant pour vous, donc se désinfecter les mains pour faire entrer aucun microbe dans le bloc. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Les ongles, les mains, les avant-bras. Oui, oui. Alors quelques mots sur l'opération qui va avoir lieu, Dr Tac. Alors, c'est une intervention qui concerne un patient plutôt jeune, relativement jeune, qui a un cancer de prostate localisé, chez qui on va pratiquer ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. C'est un geste qui consiste à retirer la prostate par cystoscopie et à l'aide d'un instrument robotisé qui est le robot chirurgical. Et ensuite, voilà, on verra pendant l'intervention les différentes étapes de la procédure qui sont plutôt bien cadrées. C'est quelque chose qui est bien standardisé sur le plan international. Donc voilà. Le cancer de la prostate, c'est un des cancers le plus fréquent chez l'homme. C'est le plus fréquent chez l'homme dans le monde, le plus fréquent chez l'homme en France. Peut-être pas le plus meurtrier. Alors, il y a 60 000 cancers de prostate en France par an. C'est les chiffres de l'INCA il y a 4-5 ans. Et par contre, c'est le troisième plus meurtrier. Devant, on a le cancer du poumon et le cancer colorectal, bien évidemment. La prévention, ça c'est une étape importante dans le soin du cancer. La prévention, oui. Alors pour le cancer de prostate, c'est un peu particulier. C'est pas un dépistage qui est total, généralisé comme dans le cancer colorectal. C'est ce qu'on appelle un dépistage qui est ciblé à la population. Il est pratiqué seulement avec l'accord du patient. Si le patient veut effectivement avoir le toucher rectal et le PSA, qui est la prise de sang pour essayer de détecter ce cancer de prostate à un stade le plus précoce possible. Voilà, donc ça dépend vraiment de la volonté du patient de se faire diagnostiquer assez rapidement. Les facteurs de risque sont essentiellement les facteurs de risque familiaux, évidemment, au premier degré, même au second degré. Il faut, dans ce cas-là, prêter attention au dépistage. Généralement, on pratique un toucher rectal et la prise de sang du PSA à partir de 45 ans, dans ce contexte.
si tout le matériel est en place, évidemment, on fait la checklist et on refait l'asepsie pour vraiment limiter les risques opératoires, le risque d'infection post-opératoire. Donc, première opération, là, la sonde. La sonde, de façon à vider la vessie et nous laisser l'espace de travail à l'intérieur du ventre. Voilà. Relié à ça, tout est stérile, donc il faut vraiment coordonner les câbles de façon à ne pas être gêné pendant l'intervention. Et donc là, c'est une caméra. C'est une caméra de 0 degré, de façon à pouvoir insérer les autres trocars sous contrôle de la vue et être plus en sécurité et de ne pas se prendre des structures digestives à l'aveugle ou d'autres structures. Donc là, on est sur une caméra 2D. C'est ça. Là, on est sur la 3D. L'écran est en 2D, mais la caméra est en 3D. Donc là, quatre bras. Robotisé, tout à fait. On va les docker. On va les docker au niveau des trocars, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, on mettra les instruments. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Ouais, avance. Ouais, vas-y. Là, ça te va? Ouais, nickel. Au milieu. Il va falloir qu'on détache le sigmoïde là à gauche. C'est bon, on a tout. Ok. Ça y est, on a amarré le robot. Maintenant, l'intervention va pouvoir démarrer. Donc là, on a l'écran des aides opératoires qui se trouve directement au pied du patient. Et on va se diriger vers la console. On va choisir l'intervention. Hop. Voilà. On a des pré-réglages déjà enregistrés. Il ne reste plus qu'à confirmer. Voilà, il faut se mettre bien. Il y a des programmes de rentrée déjà dans le robot. Chaque opération, il y a un programme type. Chaque intervenant a déjà son niveau d'ergonomie, la hauteur du repose-coude, la hauteur aussi de l'écran. Le sigmoïde qui se trouve juste à gauche de l'écran, on va le décrocher très rapidement pour avoir accès au vaisseau et pouvoir faire le curage ganglionnaire. Hop. Voilà, avec l'aide qui est primordial dans ce genre d'intervention, qui permet d'écarter les tissus. Vas-y, voilà, tu vas. Super, nickel, on y va. Je te prends ça ici, regarde, hop. On y va. Puis voilà, ce sont ces adhérences-là qui retardent un peu au début de l'intervention, mais c'est plutôt rapide. Voilà. On est dans l'espace, on écarte le tube digestif de façon à ne pas le léser. On arrive ici, pareil. Et donc là, c'est commandé avec les mains. C'est commandé avec les mains. Voilà, voilà, quand je tourne comme ça à 180 ma commande droite, le ciseau imite vraiment à la perfection les mouvements de nos mains. Voilà, on y arrive. On va atterrir sur les vaisseaux iliaques qui se trouvent juste en dessous. Qui se trouvent là. On voit l'artère en transparence ici en blanc. On va y aller. Voilà, l'artère iliaque externe qui irrigue la jambe gauche, le membre inférieur gauche. Ok, alors, on va commencer le curage. L'arche est là.
l'artère iliaque externe gauche, la veine iliaque externe gauche ici. On les écarte en latéral. Je vais faire l'hémostase de ça. Ça peut peut-être conserver. Je vais voir. Je replace ma pince. Je vais aller en proximal. On va ouvrir ici. Et tous les paramètres ventilatoires, parce qu'il respire de manière artificielle via le respirateur. On surveille la curarisation, on le réchauffe, on commence l'analgésie post-opératoire. On s'occupe vraiment, nous, du patient, de son état de santé, voilà. Même chose à droite. Donc là, il y a la vessie, se trouve juste sous ma pince, juste ici. Après plus de 2 heures d'intervention chirurgicale, la prostate, qui se situe sous la vessie en avant du rectum, est enfin accessible. Cette glande entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Donc là, la prostate est détachée. La prostate est détachée. Une incision est pratiquée au niveau de l'abdomen du patient afin d'évacuer le tout avec l'aide de la caméra toujours en place. L'équipe va ensuite plier le robot et enlever les trocars du corps du patient. Une dernière étape pour l'équipe médicale, suturer les différentes incisions pratiquées lors de cette opération par célioscopie avec assistance par robot et s'assurer que le patient va bien avant de passer par la salle de réveil, puis retour en chambre. 24 heures plus tard, le patient pourra regagner son domicile. L'urètre qui passe là c'est vers l'extérieur, vers la verge du monsieur. L'urètre là et les vésicules là, et tout ça, ça constitue votre prostate. Bon, docteur Tac, ça y est, l'opération s'est terminée. Un peu plus de 2 heures et demie d'opération. Ouais, voilà. Parce que c'était une prostate qui collait un peu. On sait que c'était un cancer localisé, mais ça collait légèrement au niveau des vésicules séminales, ce qui a augmenté le temps opératoire. Mais autrement, ça s'est très bien passé. La chirurgie, là, vient de se terminer. Le patient va aller en salle de réveil. Voilà, il va pouvoir remonter en début d'après-midi et sûrement ressortir demain. Généralement, on ressort au premier jour de l'intervention. 24 heures, ça suffit. 24 heures, voilà, en général. Après, on s'adapte aussi aux douleurs post-opératoires, au bilan biologique de contrôle, etc. S'il faut le garder un petit peu plus d'un jour, on le fera. La suite pour lui, ça va être quoi? De la rééducation? Comment ça va se passer? Alors, la suite, c'est qu'il va garder une sonde urinaire pendant 7 jours. On la retirera en consultation d'urologie dans 7 jours avec notre infirmière experte. À ce moment-là, on lui annoncera les résultats anatomopathologiques de la pièce de prostatectomie qui a été envoyée au laboratoire. Et on le reverra à 2 mois avec un PSA de contrôle pour vérifier que celui-ci soit bien indosable. Dans l'intervalle, à 15 jours post-opératoire, il pourra débuter la rééducation, la kinésithérapie. Voilà. L'urologie, ça concerne la vessie, la prostate, les reins. Ce sont toutes les structures, tous les organes qui finalement sont en contact avec l'urine. L'usine à urine, donc les reins, on peut retrouver aussi les uretères, les tuyaux qui acheminent les urines entre le rein et la vessie. Donc la vessie, ensuite la prostate, l'urètre, les organes génitaux externes, les testicules, la verge. Voilà. Donc c'est plutôt une spécialité assez transversale qui touche un peu à pas mal de structures. Le cancer, les cancers comme le cancer du rein, les cancers de la prostate, maintenant, ça se guérit de plus en plus facilement parce que justement les technologies ont évolué. D'abord, le dépistage, ça y fait beaucoup.
Oui, le dépistage est important, ça permet de détecter le cancer à un stade très précoce. Une fois qu'il est diagnostiqué, on fait le bilan d'extension. Euh, S'il est localisé, ce cancer, il est accessible à un traitement qui est curateur et non pas palliatif, soit par chirurgie, soit par rayon, la radiothérapie associée à des hormones pour la chirurgie. Et pour le rein, c'est ce qu'on appelle la néphrectomie partielle, robotique. Voilà. Le robot, ça a apporté vraiment un plus dans votre discipline, mais quand même, rien n'en place le chirurgien. C'est vous qui avez l'œil, c'est vous qui avez la connaissance. Le robot, il est juste là pour vous assister. Ça reste un télémanipulateur qui est précis quand même. C'est pas tout simplement un bouton sur lequel on appuie et le robot déploie ses bras et vous opère tout seul. Non, non. On le manipule à distance et ça permet d'éliminer les parasites des mouvements, d'avoir des gestes beaucoup plus précis, beaucoup plus amples et de travailler dans des espaces très restreints en termes de volume et avoir une dissection très précise. On l'a vu, c'est un robot qui est quand même assez imposant, même si ça n'a rien à voir avec celui qui est né il y a 20, 30 ans. L'avenir, c'est quoi? C'est des robots plus petits, miniaturisés, des robots qu'on va pouvoir déplacer facilement. Pourquoi pas, c'est dans cette optique. Il y a plusieurs fabricants de robots et tout le monde se pousse vers le haut, donc c'est l'avantage. Il y a un robot qui monopolise le terrain de la chirurgie robotique depuis le commencement, depuis un petit peu plus de 20 ans, et là on voit d'autres robots émerger de différents continents. Euh, voilà, donc c'est très bien. Je sais que vous connaissez bien l'histoire du robot. Comment c'est né? Pourquoi un jour un constructeur a dit, bah, on va fabriquer un robot? Il y a une histoire derrière ce robot. Bah, pour faire simple, il y a une histoire aussi d'éviter d'envoyer des personnes humaines au front pour éviter d'augmenter les pertes humaines. Le but, c'était de créer un robot pour opérer à distance. Voilà, c'était le but principal. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est rentré dans les blocs opératoires et au plus grand bonheur des patients et des praticiens. C'est la technique militaire qui s'est mise à la portée du civil, c'est ça. Exactement. On va revenir quelques secondes sur votre spécialité. On le voit, il y avait avec nous donc un étudiant. L'urologie, c'est une discipline qui attire les jeunes médecins de plus en plus. L'urologie, comme notre spécialité, ce qui est assez sympa dans notre spécialité, c'est que c'est à la fois chirurgical et médical. Et puis, on a accès à plusieurs technologies, non pas seulement le robot, c'est assez varié. On peut faire de la chirurgie classique en ouvert, de l'endoscopie également, de la chirurgie cystoscopique et de la chirurgie robotique. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre bloc opératoire. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas qu'au mois de novembre, c'est le mois lié au cancer masculin. Donc, il faudra se faire pousser la moustache. Nous, on se reverra entre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.